on sait par expérience que dans ce genre de configuration, le recours est difficile parce que la Cour de cassation statue en droit, à la différence du juge d'instruction ou de la Cour d'appel qui statue sur les faits, et que les juristes ou ceux qui ont fait un peu de droit savent que la Cour de cassation sanctionne principalement que la violation d'une règle de droit ou d'une règle de procédure ou un raisonnement, une motivation d'une cour d'appel qui serait empreint de contradiction ou d'insuffisance de motif. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui qui concerne deux affaires judiciaires d'apparence distincte, mais en fait qui sont liées par un même événement, à savoir l'attentat terroriste contre l'avion du président Habyarimana le 6 avril 1994. Comme vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas encore, le 15 février 2022, la Cour de cassation française a prononcé un non-lieu définitif dans cette affaire. Le jour en France, le même jour, le juge d'instruction en charge de l'enquête pour complicité de génocide et crimes contre l'humanité visant Madame Agathe Habyarimana a signifié aux parties la clôture des investigations pour absence de motif. Voilà le constat du juge d'instruction. Pour nous aider à comprendre ces deux affaires, nous avons invité Maître Philippe Meilhac, avocat de la famille Habyarimana, aussi bien dans l'affaire de l'attentat que pour le dossier des poursuites engagées contre Mme Agathe Habyarimana. Bonjour, Maître Philippe Meilhac. Bonjour, Monsieur Neguizmiana. Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, vous êtes notre invité aujourd'hui pour nous parler de deux affaires qui concernent deux de vos clients ou les mêmes clients dans deux affaires différentes. Il s'agit des décisions ou de la décision prise par la Cour de cassation le 15 février dernier. Et le même jour, il y a eu aussi une sorte de classement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de poursuites en ce qui concerne les poursuites que la justice française comptait engager contre Mme Habyarimana. Nous sommes des profanes. Hein. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Est-ce que vous avez été surpris par ces deux décisions prises le même jour par la justice française? Oh ben, écoutez, je vous mentirais en disant que j'ai été surpris. Je n'ai pas été surpris en réalité. Alors, pour bien comprendre, il y a effectivement, on parle d'une part du dossier de l'attentat du 6 avril 1994, qui a été instruit en France pendant près de 20 ans, suite à une plainte des membres de la famille d'un des pilotes en 1997. Dans ce dossier, comme tout le monde le sait, c'est un dossier où, je dirais, dont les développements ont été suivis et connus dans une certaine mesure, évidemment, publiquement, puisqu'il y avait déjà eu une décision de non-lieu en 2018, puis confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris à l'été 2020. Et ce qui était attendu donc le 15 février, c'est l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi en cassation formé par certaines parties civiles rwandaises, françaises et burundaises, un certain nombre que je représente, d'autres confrères représentent, sur cette décision de non-lieu. On sait par expérience que dans ce genre de configuration, le recours est difficile parce que la Cour de cassation statue en droit, à la différence du juge d'instruction ou de la Cour d'appel qui statue sur les faits, et que les juristes ou ceux qui ont fait un peu de droit savent que la Cour de cassation sanctionne principalement que la violation d'une règle de droit ou d'une règle de procédure ou un raisonnement, une motivation d'une cour d'appel qui
serait empreint de contradiction ou d'insuffisance de motifs. On ne pourrait pas dire que la décision de la Cour d'appel de Paris, notamment, n'ait pas été motivée, soit insuffisamment motivée. Il y a une motivation qui a été prise. Donc, on savait que la tâche était difficile. Le tout, évidemment, dans un contexte qu'il faut rappeler à chaque fois, je le fais d'ailleurs, un contexte politique alors, qui se traduit en France, en France connaît la séparation des pouvoirs, bien sûr, mais qui se traduit par la position exprimée par le parquet, que, vous savez, à chaque étape de la procédure, le parquet, que ce soit le parquet du tribunal, le parquet de la Cour d'appel ou le parquet de la Cour de cassation, donne un avis, une réquisition, on dit devant le juge ou la Cour d'appel, un avis devant la Cour de cassation, et que systématiquement, un avis défavorable, enfin, plus exactement un avis de non-lieu, en l'occurrence de rejet de pourvoi, a été pris par le ministère public. Alors, pour moi, c'est le nœud de l'affaire, parce qu'en réalité, dans ce dossier de l'attentat, il y a eu deux époques. Une première époque, du début 1998 jusqu'à la délivrance des mandats d'arrêt en 2006 par le juge Bruguière, ou à peu près, ou quelques temps plus tard, où le procureur de la République, le parquet, a suivi, à chaque fois soutenu le juge d'instruction, et elle a suivi dans ses différentes démarches. Ainsi, quand des mandats d'arrêt ont été envisagés par le juge Bruguière, le parquet de Paris a soutenu le juge Bruguière, qui a donc délivré ces mandats d'arrêt. Et puis, il y a une deuxième phase plus récente, depuis, on va dire, les 10 dernières années d'instruction, où le parquet s'est totalement dissocié des juges d'instruction successifs, n'a pas soutenu les juges d'instruction successifs. Ça a commencé lorsque, vous vous rappelez sans doute, Madame Cabouillet, une des personnes visées par les mandats d'arrêt, a été interpellée en Allemagne, extradée et vers la France, où elle avait été mise en examen par M. Trévidic, puisque cette occasion-là, le parquet n'avait pas soutenu le juge d'instruction. Et ça a été comme ça jusqu'à la Cour de cassation. Alors, parfois d'ailleurs, je dirais la position du parquet a été vraiment difficilement compréhensible et acceptable, non pas seulement pour les parties civiles au dossier, mais pour tous les observateurs de la justice. J'en veux pour preuve, c'est quelque chose qui nous a marqué, c'est qu'à la fin de l'instruction 2017, c'était plus M. Bruguière, c'était plus M. Trévidic, c'était un troisième juge d'instruction, M. Herbeau, qui avait ce dossier. Eh bien, un nouveau témoin se manifeste au début de l'année 2017. Il est entendu par le juge d'instruction, lequel, après cette audition qu'il trouve intéressante, accepte d'organiser une confrontation qu'on lui a demandé de faire. Il organise la confrontation fin d'année 2017 avec plusieurs des personnes mises en examen. Vous savez que dans l'intervalle, il y a eu certaines personnes qui ont été mises en examen, à peu près ceux qui ont été visés par les mandats d'arrêt en 2006. Et la confrontation ne peut pas avoir lieu parce que ces personnes mises en examen ne font pas le déplacement depuis le Rwanda et se contentent d'envoyer un courrier par leur avocat en disant qu'il n'est pas question de participer à la justice. Alors, je ne cache pas que le juge d'instruction, parce que certains avocats de partie civile ont pu être présents, en particulier moi, j'ai pu être présent dans le bureau du juge ce jour-là, ont été très surpris. Alors, non pas tant de l'absence de ces mises en examen, mais surtout de l'absence de réaction du parquet. Parce que dans ce genre de situation, prenez n'importe quel dossier criminel en France, lorsque vous avez des mises en examen qui ne se présentent pas à une confrontation, il y a des suites qui sont données immédiatement. Alors, si ces personnes sont sous contrôle judiciaire, souvent on envisage la révocation de leur contrôle judiciaire. Soit, si ces personnes ne sont pas sous contrôle judiciaire, il y a d'autres mesures qui sont. Là, le parquet a été totalement absent. Et c'est d'ailleurs sur cette confrontation avortée, qui n'a pas eu lieu, que s'est arrêté fin 2017 le dossier de l'instruction, que finalement, le juge Herbeau à l'époque a notifié l'avis de fin d'information, et que plus largement, il faut appeler les choses par leur nom, la justice s'est résignée.
hein, et que c'est comme ça que ce dossier, finalement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot là encore, a été littéralement sacrifié sur l'autel des relations diplomatiques. Sacrifié parce que, bien évidemment, lorsque vous vous rappelez, tout le monde se rappelle, lorsque les mandats d'arrêt ont été émis en 2006 à l'encontre des proches du président Kagame, ça a été la rupture immédiate des relations diplomatiques. Il a fallu plusieurs années avant qu'elles soient restaurées. Et du côté de Kigali, on a fait comprendre nombreuses reprises que finalement c'était un dossier extrêmement sensible, empoisonnant, et que, en tout cas, je dirais, la normalisation des relations entre les deux pays pourrait dépendre de la manière dont ce dossier, je dirais, évoluerait. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Donc, voilà, ça, je dirais, ce dossier de l'attentat qui est arrivé à cette décision de la Cour de cassation qui, dans ce contexte, et cette évolution que je viens de vous détailler, ne surprend pas. Et puis, le même jour, donc le 15 février, non pas une décision, mais ce qu'on appelle un avis de fin d'information, c'est-à-dire la matérialisation par le juge d'instruction que il n'y a plus d'investigation à réaliser dans le dossier qui concerne Madame Habyarimana. Alors, je rappelle que Madame Habyarimana, qui est évidemment la veuve du président, qui est partie civile dans le dossier de l'attentat depuis de nombreuses années, était visée par une plainte déposée en 2007 dans des conditions assez particulières par le collectif des parties civiles pour le Rwanda. Alors, je rappelle également que en fait, ce collectif a été créé notamment, principalement dans le but de déposer plainte avec constitution de partie civile, compte tenu de la jurisprudence des juridictions françaises qui refusent toute extradition vers le Rwanda au titre des événements 1994. Et donc, en 2007, alors que Mme Habyarimana faisait une demande de statut de réfugié politique qui a été refusée, au moment même où la commission des recours des réfugiés allait prendre sa décision, entre l'audience qui de mémoire a eu lieu fin janvier 2007 et le jugement qui est intervenu courant février 2007, le collectif partie civile a déposé une plainte. Alors, une plainte finalement assez peu argumentée, hein, si ce n'est par les éléments qui, je dirais, avaient été rendus publics par cette procédure de demande d'asile, notamment devant la commission de recours des réfugiés. Aujourd'hui, on parle de la Cour nationale du droit d'asile qui l'a remplacé. Voilà. Donc, cette procédure a duré de nombreuses années, en 2022, donc faites le calcul, 15 ans. Durant ces 15 ans, ma cliente n'a été très peu entendue. En fait, en réalité, elle a été entendue 3 fois. Elle a été entendue alors, une première fois dans des conditions très particulières en 2010, au lendemain de la visite du président de la République française à Kigali, qui à l'époque scellait la réconciliation entre la France et le Rwanda, quelques jours plus tard. Alors, après d'ailleurs avoir été arrêtée dans le cadre d'une demande d'extradition qui n'aboutira pas, elle était auditionnée. Et en quelques, je dirais, auditions relativement courtes, et puis plus rien, jusqu'en 2016, date à laquelle elle a été, après 9 ans de procédure et un certain nombre d'investigations peu fructueuses, elle a été entendue comme témoin assisté, placée témoin assisté. Vous savez que les personnes qui sont visées par des plaintes avec constitution de partie civile, alors le juge leur accorde soit le statut de témoin assisté s'il estime qu'il n'y a pas vraiment d'éléments contre elle, ou soit il les met en examen s'il estime qu'il y a des éléments sérieux. Là, le juge d'instruction a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments sérieux et l'a placée sous témoin assisté. Elle est restée témoin assisté depuis 2016 et alors évidemment en dépit des investigations qui se sont poursuivies, parce que les investigations, il y en a eu, hein, les juges ont fait des déplacements, enfin bon, ce qu'ils font habituellement dans ces dossiers, eh bien, ma cliente a été réauditionnée là au mois de janvier et
juge a annoncé que voilà, ça en était terminé les investigations et qu'il y avait un avis de fin d'information. C'est cet avis donc qui a été rendu. Donc ce n'est pas une décision, c'est puisqu'il appartient maintenant au parquet de faire connaître sa position. Le parquet a 3 mois à compter de l'avis pour faire connaître sa position. Le parti civil aussi, puisqu'il y a des partis civils, l'association collective des partis civils et autres ont la possibilité de faire connaître leur avis. Je me demande bien ce qu'elles vont pouvoir demander, compte tenu, je dirais, de la vacuité de ce dossier. Il n'y a vraiment aucun élément contre ma cliente. Donc, ce qu'elles vont demander, en tout cas, moi, je serai attentif à ce qu'une ordonnance de non-lieu soit prononcée, parce que j'avais demandé ça fait un moment déjà que je demande que non-lieu soit prononcé. J'ai fait plusieurs demandes depuis à peu près 18 mois. Les premières avaient été on n'avait pas répondu initialement, puis après on a refusé, et maintenant, maintenant il semble que le juge d'instruction, quelque part, ait compris que voilà, c'est ce vers quoi il fallait attendre. Mais le non-lieu est une décision qui est rendue contradictoirement, en tout cas à l'issue de l'instruction, largement le juge statue de manière contradictoire, et il doit recueillir maintenant, encore une fois, l'avis du procureur de la République et des parties civiles. Alors, ce qui est intéressant encore une fois, dans ce dossier, je le rappelais à l'instant, c'est que, si vous voulez, on imaginait, au départ, il y a eu effectivement, avant qu'une procédure soit engagée, ce sont des historiens, des observateurs, des journalistes et d'autres personnes qui ne sont pas des gens qui sont habilités à faire des procès, mais qui ont fait un procès d'intention à Madame Abiyarimana. Et vous avez beau jeu, si vous voulez, de se réfugier derrière une procédure qui était menée au TPIR contre le frère de Madame Abiyarimana, Protais Zigraniazio. Ceux qui connaissent bien le sujet savent que Protais Zigraniazio a été poursuivi au TPIR, ça a duré plusieurs années, il a été détenu, il a été condamné une première fois, puis il a été acquitté par la chambre d'appel du TPIR, définitivement acquitté. D'ailleurs, aujourd'hui, comme ses compagnons d'infortune acquittés, il a bien du mal à trouver une destination d'accueil. On a cru il y a quelque temps qu'il pourrait s'installer au Niger, et puis il semble que tout ça soit extrêmement problématique. Alors, quand on a déposé plainte contre Mme Abiyarimana, on imaginait, puisqu'encore une fois, son frère a été poursuivi, avait été condamné quelques mois plus tôt, on se disait, son sort va suivre celui de son frère. Et en réalité, il était, encore une fois, dans le discours et les écrits des historiens, le sort de l'un était souvent associé au sort de l'autre. Et en réalité, tout ça s'est effondré, puisque en 2009, donc postérieurement au dépôt de la plainte, postérieurement au rejet de la demande d'asile, Protais Zigraniazio a été totalement acquitté. Alors d'ailleurs, c'est une décision, je dirais, assez marquante, parce que, contrairement à ce que certains ont écrit, ce n'est pas sur des vices de procédure, mais le tribunal a reconnu que les preuves, les témoignages qui avaient été recueillis contre lui avaient été de manière totalement déloyale. Mais bon, je crois que déjà, on a compris à ce moment-là, en tout cas du côté de la justice française, qu'effectivement, l'implication présumée de Mme Abiyarimana n'était certainement pas celle qui avait été présentée par certains. Et tout ça s'est vérifié petit à petit. Il y a eu, encore une fois, de nombreuses auditions de témoins, comme le fait le pôle génocide. Il faut rappeler en France qu'il y a un pôle d'instruction spécialisé qui a été créé en 2012, qui comporte plusieurs juges qui ne font quasiment que ça, avec des gendarmes, l'office central, qui sont également spécialisés, et qui, pour chaque dossier qu'ils vont instruire, font un certain nombre de déplacements au Rwanda, mais pas que, également là où se trouvent les témoins. Il arrive d'entendre des gens en France, dans tous les coins du monde, avec forcément des moyens importants. Voilà. Donc aujourd'hui, je dirais, la situation qui en ressort et l'avis de fin d'information, c'est pas
le fruit d'une résignation ou d'une négociation, entre guillemets, hein, la contrepartie du non-lieu dans l'affaire de l'attentat. Je crois que c'est deux choses totalement différentes. C'est logique d'ailleurs de rapprocher les deux procédures qui ont conduit à des décisions ou en tout cas des événements importants à la même date, mais en réalité, je dirais c'est deux situations totalement différentes. Le dossier de l'attentat, la décision de non-lieu, qu'on le veuille ou non, laisse un vide immense. Bon, je dirais que c'est un événement qui est avéré. Hein. C'est l'attentat du 6 avril qui a coûté la vie à deux chefs d'État, un certain nombre de hauts dignitaires rwandais, burundais, d'équipage français, qui, à juste titre, considérés comme éléments de clencheur du génocide, et ne pas l'élucider, je trouve que c'est un problème à la fois sur le plan historique et sur le plan juridique, et en particulier en France, parce que la France a accepté au nom de la compétence universelle de juger un certain nombre de personnes et que on parle à chaque fois dans ces affaires, dans ces procès de l'attentat et donc on n'est plus en mesure de donner le nom d'un auteur ou d'un responsable. Voilà. Ça, je dirais que c'est tiré. En revanche, le cas de Madame Abiyarimana, je dirais, il est quelque part, même si on a voulu le relier, il est totalement distinct. Et d'ailleurs, bien évidemment, c'est une évidence que je vais vous dire, mais c'est que c'est pas parce qu'elle bénéficie d'un non-lieu, parce qu'elle mérite un non-lieu, qu'il ne s'est pas passé des choses tragiques au Rwanda entre avril et juillet 1994. D'autres ont déjà été condamnés, sont poursuivis, le sont, etc. Donc c'est, je dirais, deux choses totalement différentes. Justement, maître, pour l'affaire Agathe Abiyarimana, à la limite, on s'attendait à cette décision. Enfin, vous dites que ce n'est pas une décision, mais légalement parlant, c'est une décision. Alors que pour l'affaire de l'attentat du 6 avril, c'est vrai, il y avait une sorte de marchandage, hein, on le voyait, ou alors certaines autorités en parlaient trop pour marquer leur choix ou tout simplement la volonté d'en finir avec ce dossier. Est-ce que la décision, l'arrêt de non-lieu met fin définitivement en France ou ailleurs? Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un dossier qui laisse un vide. Est-ce que s'il y a des éléments nouveaux, par exemple, vous l'avez souligné, par exemple, M. Kabarebe, qui était, je pense, ministre ou conseiller du président à l'époque, a refusé de venir à la confrontation alors qu'il était attendu à Paris. Il y a eu des témoins qui ont été supprimés. On a quelques idées de ce qui s'est passé. Il y a aussi cette commission rogatoire en Afrique du Sud qui n'a pas été suivie des faits. Tous ces éléments-là, est-ce que si ça venait à changer, l'affaire pourrait revenir, pourrait rebondir par la volonté des parties civiles notamment, parce qu'il y a une grande frustration des parties civiles. Oui, alors, il y a une chose qui est claire, c'est que l'impact finalement d'un non-lieu est moindre que celui d'un acquittement. Je veux dire par là que c'est d'un point de vue technique, hein, pour les parties civiles, c'est mieux qu'un non-lieu soit ordonné plutôt qu'un. Ça, c'est paradoxal tout ça, parce que ce qu'elle recherche, évidemment, avant toute chose, avant une condamnation, c'est un procès, étape par étape. Et ce qu'elle regrette vivement, c'est qu'il n'y ait pas de procès. Mais si on a une situation, donc un procès qui se conclurait par un acquittement des personnes poursuivies, je dirais, rendrait impossible toute reprise des investigations à l'égard des personnes acquittées. Là, la situation est un peu différente, puisque alors, la décision de la Cour de cassation, elle peut faire l'objet d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Je n'ai pas encore vraiment réfléchi à cette possibilité avec mes clients, mais
je ne suis pas certain qu'on la mette en œuvre parce que ce n'est pas un recours qui permettrait d'aboutir à la manifestation de la vérité, mais plutôt de critiquer, contester la manière dont l'instruction a été gérée, mais ce n'est pas la priorité. Il y a une autre, je dirais, possibilité qui peut être mise en œuvre, c'est ce qu'on appelle la reprise de l'information pour charge nouvelle. C'est prévu dans le Code de procédure pénale. Il est prévu que s'il y a des éléments nouveaux, eh bien, la procédure, l'information puisse reprendre. Alors, il va de soi que quand on parle d'éléments nouveaux, il faut que ce soit des éléments nouveaux qui soient relativement consistants. Il ne faut pas que ce soit un témoignage très indirect, etc. Il faut que ce soit vraiment des témoignages importants, directs. Bon. Ça, je dirais, on a vu dans ce dossier, mais ce n'est pas propre à ce dossier sensible, les affaires criminelles, même en France, qu'il arrivait parfois que des témoins se manifestent longtemps après les faits, parce qu'il y a des raisons à ça, hein, leur parcours, ils ont plus de liberté pour s'exprimer, donc ça c'est possible. Alors, c'est possible. C'est quelque chose auquel on sera amené à réfléchir. Alors, supposer qu'effectivement, on ait un certain nombre de témoignages d'éléments nouveaux. Alors, il y a néanmoins, dans la situation, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, alors, supposer qu'on puisse disposer d'un certain nombre d'éléments nouveaux. Quand je dis nouveaux, c'est qui ne sont pas déjà dans le dossier. Il y a une difficulté à laquelle on serait confronté, c'est que il faut, pour présenter une demande de reprise de l'information, on ne s'adresse pas au juge d'instruction ou à la cour d'appel, on ne s'adresse pas au juge du siège, mais on s'adresse au procureur général, au parquet. Et le problème, voyez-vous, c'est, vous savez, c'est que depuis pas mal d'années, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le problème vient du parquet. Donc, on imagine mal, en l'état de la situation, du contexte, le parquet accepter une demande de réouverture de l'information nouvelle, même si on avait des éléments nouveaux très importants et très nombreux. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, d'un côté ou de l'autre, on est toujours ce problème lié à la position du parquet. Et d'ailleurs, je vous racontais tout à l'heure finalement comment l'instruction s'était terminée avec cette confrontation qui n'a pas lieu. En droit, rien interdit au juge d'instruction, à la cour d'appel, de ne pas suivre les réquisitions du procureur et face à un procureur qui requiert un non-lieu, malgré tout, d'ordonner un procès. Rien n'interdit juridiquement. Mais en pratique, ça n'arrive quasiment jamais. Pourquoi? Parce que si un juge ou une cour, magistrat du siège, organise un procès, alors qu'ils savent que le procureur ne soutiendra pas l'accusation, on n'en voit pas tellement l'intérêt. Le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, leur rôle s'arrête à l'instruction, à la fin de l'instruction. Le parquet, lui, il donne un avis de réquisition lors de l'instruction et il est la partie poursuivante à un procès. Si un procès criminel, c'est d'abord au parquet de soutenir l'accusation, plus qu'aux parties civiles. Alors, les parties civiles ont un rôle un petit peu différent, elles sont là pour connaître la vérité. Vous imaginez bien que dans une configuration comme celle d'aujourd'hui, où depuis plus de 10 ans, le parquet finalement refuse de soutenir l'accusation, et dont on sait que si procès il y avait, il ne soutiendrait pas l'accusation, je dirais, c'est mission impossible pour les juges de renvoyer, d'ordonner un procès. Et c'est pourtant la décision qu'il conviendrait de faire. On aurait pu imaginer, puisqu'il y a quand même eu durant ces 20 ans d'instruction, donc après l'émission des mandats d'arrêt, il y a eu des mises en examen, hein, quasiment une dizaine, un peu moins d'une dizaine de mises en examen. Bon, il arrive dans ce genre de configuration, là je vous parle encore une fois en tant que professionnel de droit, qu'à la fin de l'instruction, il y a une distinction qui puisse s'opérer, c'est-à-dire qu'on dise, voilà, il y a un certain nombre de personnes pour qui il y a des charges suffisantes pour organiser un procès, ordonner un procès, et puis d'autres pour lesquelles ce n'est pas suffisant. Qu'il arrive qu'il y ait une sorte de tri qui s'opère. C'est souvent le cas, mais c'est très rare, je n'ai pas vraiment de souvenir en tête précis, où dans une affaire criminelle où on a mis en examen 8 ou 9 personnes, on prononce le non-lieu pour les 8 ou 9 personnes, un non-lieu général. Ça, c'est vraiment quelque chose je dirais, d'assez inédit.
Alors, et c'est ça qui, quelque part, est contestable parce que ça prive de possibilité de procès aux les parties civiles. Et ça s'explique, comme je vous l'explique à l'instant, par incontestablement la position du procureur de la République. Dans notre système procédural inquisitoire, c'est le pivot de tout. Donc, quand vous avez un parquet qui ne veut pas poursuivre, à la limite, même si le juge estimait qu'il y a quand même des éléments au moins contre un certain nombre de personnes, peut comprendre que il y ait quelques réticences, c'est un euphémisme, que d'aller plus loin et d'organiser un procès. Alors, avant de terminer, Maître, il y a une question que m'ont posée plusieurs de nos auditeurs. Hein. Oui. Certains disent, mais il s'agit là d'un crime terroriste. Oui. C'est un attentat terroriste, donc imprescriptible. C'est bien cela ou… Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une prescription qui est plus longue. L'imprescriptibilité, alors, le sujet a beaucoup évolué. Vous savez que la prescription, en France, a subi de nombreuses réformes en 2017, et puis il y en a encore d'autres. En réalité, les seuls crimes qui sont imprescriptibles, ce sont les crimes contre l'humanité. Le crime de terrorisme se prescrit, par 30 ans, mais bon, je dirais 30 ans, ça nous laisse un peu de temps. Exactement. Ça nous laisse 2022, ça nous laisse encore un peu de temps. Voilà, non mais. Alors, une question justement qui va avec la question précédente, c'est est-ce que le non-lieu prononcé par la Cour de cassation en France a de pleins effets sur une action qui peut être intentée ailleurs dans un autre pays? Est-ce que ça s'impose? Le principe de non bis in idem s'impose en la circonstance où un enfant de l'une des victimes de l'attentat, par exemple, peut porter plainte dans un autre pays? Alors non, ça fait pas obstacle. Ça joue davantage quand quelqu'un a été, encore une fois, a été condamné, si vous voulez. Mais il est évident que pour que ça puisse fonctionner, il faudrait probablement produire des éléments nouveaux que ceux qui ont été actuellement produits. C'est-à-dire que si quelqu'un prenait le dossier français, allait le porter à un juge de notre pays, rien n'interdirait à ce juge ou ces juges de juger différemment. Mais il est très probable que la décision, pour des questions, on va dire, pour des questions diverses et variées, que la décision, quelque part, puisse être la même. Enfin, voilà, je crois qu'il faut alors maintenant, par rapport à cette question, le vrai sujet, c'est qui pourrait accepter. Non, je pensais, par exemple, à l'une des personnes qui était poursuivie ou contre lesquelles des mandats avaient été lancés, oui, qui se proposait, qui voulait témoigner dans l'affaire et qui disait, je sais que c'est le FR. Ah oui, alors, on en a. Oui, non, mais alors, effectivement, on n'en a pas parlé. C'est vrai que on parle souvent d'une manière globale des personnes mises en examen en France, visées par des mandats d'arrêt, mises en examen, et qui, je dirais, ont été disculpées. Elles ne parlent pas toutes d'une seule et même voix, puisque, comme vous le mettez en évidence, il y a effectivement l'un d'entre eux qui ne fait plus partie des personnes en odeur de sainteté avec Kigali, qui s'est réfugié en Afrique du Sud, qui a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat, qui a réussi à en sortir et qui a dit publiquement qu'il était prêt à s'exprimer, ce qui n'a jamais pu être fait. Ce qui n'a jamais pu être fait. C'est-à-dire, en fait, il a dit j'étais en position de pouvoir donner les preuves. Venez m'écouter. Oui, au moins de s'exprimer, de lancer un débat, etc. Maintenant, ce qu'il faut savoir, donc tout le monde sait qu'il y a eu, à l'époque, début des années 2010, il y a eu plusieurs commissions rogatoires qui ont été lancées et qui n'ont jamais pu aboutir. Alors, les commissions rogatoires internationales, j'entends, commissions rogatoires internationales, parce qu'il faut savoir, c'est que les commissions rogatoires internationales, elles ne s'exécutent pas seulement entre magistrats.
si vous voulez, c'est pas le magistrat français qui écrit au magistrat étranger, en l'occurrence sud-africain. Il y a tout un parcours politique. C'est-à-dire que la demande passe sur le bureau du ministre français de la Justice, qui l'envoie au ministre français des Affaires étrangères, qui doit l'envoyer au ministre étranger des Affaires étrangères, donc sud-africain des Affaires étrangères, et ça redescend normalement au ministre. Bon, alors, cette demande, elle n'a jamais pu aboutir. On ne nous a jamais trop dit pourquoi. On n'a pas voulu vous le dire. Ça s'est joué assez probablement entre le ministère français des Affaires étrangères et le ministère sud-africain des Affaires étrangères, tous les deux. En tout cas, ça s'est joué au niveau politique. C'est pas évident que c'est pas du côté du ministère de la Justice français que ça a bloqué. Et pas non plus du côté du ministère des Affaires sud-africaines, étrangères sud-africaines, que ça aurait bloqué aussi. Voilà. Donc, et on rejoint, ça c'est encore cet échec, parce qu'il y en a eu plusieurs des demandes de commissions rogatoires internationales, cette impossibilité d'exécuter ces commissions rogatoires internationales, ça c'est à l'évidence, je dirais, le fruit d'entraves politico-diplomatiques. Écoutez, maître, je vais vous remercier pour votre éclairage, parce que c'est un dossier, effectivement, que nous allons continuer à suivre de près. Et si vous êtes d'accord, chaque fois qu'on aura des questions supplémentaires à vous poser, eh bien, je sais que vous serez à notre disposition. Il n'y a pas mieux que vous pour en parler. Écoutez, merci beaucoup. Et c'est moi, maître, et à très bientôt. Très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.